Chers amis, toute l'équipe d'Expression Livre vous souhaite bien le bonsoir. Merci d'être de nouveau avec nous, parmi nous. Ce soir, histoire, notre histoire avec un grand H. Et pour cela, nous allons évoquer un personnage, peut-être que tout le monde, évidemment, connaît son nom, puisque même un quartier, plus qu'un quartier pratiquement, une ville suburbaine de notre capitale a été appelée par son nom, on connaît plus par Hussein Dey. Eh bien, notre invité, Mohamed Belhi, bonsoir Mohamed Belhi, bonsoir, Youssef. Auteur, confrère, journaliste, et qui va nous donner à lire son ouvrage qui s'intitule Dey Hussein, dernier souverain d'El Jazaïr, 1818-1830. Attention, ce ne sont pas ses dates de naissance et de décès. Non. Ces dates sont bien décrites, ni d'ailleurs sa date de naissance, ni sa date de décès. Et c'est paru aux éditions Annep. Alors, vous aviez bien raison, Mohamed Belhi, c'est peut-être juste une petite question de sémantique, d'avoir intitulé votre ouvrage Dey Hussein et non pas Hussein Dey. Parce qu'en réalité, d'abord, c'est le titre qui est primordial avant le nom de la personne. Alors, Dey Hussein est un personnage que tout Algérien, jeune ou moins jeune, connaît, bien sûr, mais très mal connu au niveau de son histoire, son parcours, je dirais presque de son lieu de naissance, de sa vie d'adolescent. Comment est-il arrivé à Alger, puisqu'il n'est pas un autochtone d'Alger, n'est-ce pas? Vous allez nous donner les détails. Et pourtant, très peu connu sur ce qu'il a entrepris pour la capitale, et pas seulement pour la capitale. Hein. D'une façon générale, c'était devenu même un personnage excessivement connu au XIXe siècle, à travers toute l'Europe, et même jusqu'aux Amériques, et même, je dirais, jusqu'en Europe du Nord. Hein, sans compter qu'il était également, évidemment, connu à l'Est par ce qu'on a appelé la sublime porte, dont il était, entre guillemets, un suzerain. Et on verra que ce n'est pas tout à fait cela. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, Mohamed Belhi, à vous intéresser à ce personnage qui est, et je termine ma phrase là-dessus, par certains spécialistes, très controversé? Eh bien, il est controversé parce qu'il est considéré à tort comme un dey capitulaire, c'est-à-dire un traître, ce qui est complètement faux, d'où justement cette méconnaissance d'une partie de notre histoire, notamment ces 3 siècles de présence ottomane. Pour moi, d'ailleurs, ça a été un casse-tête, comment trouver le titre de l'ouvrage. Bon, j'ai pensé mettre au début Régence d'Alger, c'est un terme inapproprié. Alors, ça a été, le terme approprié, c'était El Jazaïr. Parce que quand on dit El Jazaïr, c'est qu'on a affaire à un État. D'abord, l'Algérie, c'était la province ottomane à un moment donné, était devenue, avec Baba Ali Chauch, à partir de 1710, carrément une entité autonome sur le plan juridique, économique, politique. Il y avait juste un attachement spirituel et religieux avec la Sublime Porte, mais c'était un État algérien. Le mérite des frères Barberousse, des Ottomans, c'est qu'ils sont à l'origine de la création de l'État algérien. Pas dans sa configuration actuelle, mais déjà dans ses pourtours, notamment avec la frontière avec le Maroc et la Tunisie, c'est les Ottomans qui sont à l'origine de cette configuration. Et d'autant qu'à un moment donné, après l'effondrement de l'Empire almohade, toute l'Afrique du Nord, le Maghreb, s'était émietté. C'est-à-dire qu'il y avait les Mérinides au Maroc, les Iyanides à Tlemcen, les Hamadites à Bjaïa, les Hafsides, il y avait Hafsides en Tunisie, il y avait autant de principautés, de royaumes, de Dachara.
Et bien sûr, il n'y avait pas de capitale, pratiquement, il n'y avait pas de capitale. D'où justement l'importance de cet apport ottoman. Parce que les Ottomans n'ont pas que, ils nous ont pas que ramené la baklawa, le hammam. C'était un État. Ouais. Et c'est une raison de plus, c'est un argument de poids, de taille, pour dire que l'Algérie, enfin Al-Jazair, la région turque, n'était pas une entité créée par une colonisation. Ouais. Colonisation comme on le connaît avec la colonisation française. D'ailleurs, à un moment donné, une des interrogations de Eugène Weisset, qui s'était occupé de l'histoire de l'Est algérien, s'était posé une question. Il s'est dit, comment se fait-il qu'une poignée d'Ottomans a pu régner pendant 3 siècles en Algérie, juste une poignée d'Ottomans, parce que quand on compare avec la colonisation française, là, c'est complètement deux mondes différents. Alors, pour ce qui concerne le Daï... Oui, en plus, il n'y a pas eu de colonisation de peuplement. Voilà, ni colonisation de peuplement, ni quand on analyse les flux économiques qu'il y avait à l'époque entre Alger et l'Europe, Al-Jazair, l'Algérie, c'était beaucoup plus vers Marseille, Livourne, l'Espagne, Alexandrie, ensuite Istanbul. Donc, ce n'est pas une colonisation. Là, c'est un autre débat. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cette histoire de colonisation a été tranchée par les historiens. Et là, il faut rendre hommage aux historiens qui ont travaillé sur cette question, notamment Mnouar Mrouch, je confonds toujours avec le nom, Saïdouni, Isabelle Grongo actuellement. Le débat est tranché. Pour les historiens, alors pour ce qui est du Daï, c'est la méconnaissance justement du parcours du Daï qui donne ce cliché comme quoi Daï fut un traître, ce qui est faux. Alors, avant que nous passions plus en détail, etc., vous venez de me dire une chose qui n'est pas tout à fait comme cela dite dans votre ouvrage, Mohamed Belhi. Vous dites, bon, c'est vrai que 3 siècles de présence ottomane en Algérie, c'était... Il y a eu presque une constitution d'un véritable État, hein, puisque on va voir tout à l'heure dans le détail, puisque Alger signait non seulement des conventions diplomatiques, des contrats commerciaux, des traités de paix et de commerce, etc., en toute autonomie, oui. n'est-ce pas, sans en référer, encore une fois, à Istanbul. Est-ce que c'était création ou, j'aimais bien votre mot, ou résurrection de l'État algérien? Oui, voilà, pas une création, c'était pas un État qui naît comme ça, ex nihilo, génération spontanée, non. C'était un peu la matrice numide, elle existait. Ouais. La matrice du temps de Massinissa, elle existait. Oui, il y avait des rois numides. Des rois numides. La matrice existait, c'est la matrice numide. Boulorine voilà, avait créé un sur État. laquelle venaient d'autres greffons. Et d'ailleurs, dans le testament de Yarmorasen, destiné à son fils, il lui disait, bon, problème, la configuration, surtout avec les frontières, avec l'Ouest, c'est-à-dire avec les Mérinides, donc le Maroc, c'est réglé. Maintenant, il faut aller vers l'Est. Et en fin de compte, les Ottomans... Une petite parenthèse, la frontière, c'était la Moulouria. Hein. La Moulouria. Donc quand il y a des revendications aujourd'hui... on peut discuter, parce qu'il y a une thèse gravissime qui relève de la désinformation. Là, je veux en parler parce que c'est important. Actuellement, il y a, entre guillemets, un historien qui est de l'extrême droite, né à Meknès, s'appelle Bernard Lugan. Oui. Il fait beaucoup de ravages sur YouTube. Et là, il tient un discours trompeur. D'abord, il défend ce Maroc impérial, qui est ce qui est faux sur le plan historique, c'est faux. Et en même temps, il dit que les Algériens n'avaient jamais construit un État, ce qui est une absurdité énorme. Là, c'est de la désinformation. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à la régence, en fin de compte, c'est beaucoup plus Napoléon qui avait popularisé cette notion de régence. Oui. Parce que quand on lit les correspondances qu'il y avait entre les Dey, à l'époque les Dey d'Alger, et des rois de France, à un moment donné, c'était
Alger était considéré comme soit un royaume, royaume d'Alger et d'Afrique, ou bien comme une république. Une république, parce qu'Alger n'a jamais été une monarchie. C'était beaucoup plus une république militaire, voilà, avec les disons une sorte de monarchie constitutionnelle, presque. Non, jamais, justement, jamais. C'était beaucoup plus une république militaire. À un moment donné, quand on fait... Genre Venise. Enfin, pas une cité-État, mais c'était un État. C'était un État avec un prolongement en profondeur. Parce que les Ottomans allaient jusqu'à Adrar, jusqu'au Touat. Oui, jusqu'au... Salih Bey, au début, il allait jusqu'au Touat. Et Salih Reis, pratiquement, Salih Reis était au Touat. Et plus tard, le fameux Bey de l'Est, Salih Bey, qui avait marqué les esprits qui demeurent dans l'imaginaire, surtout des gens de Constantine, une grande figure et un bâtisseur. Salih Bey était allé pratiquement à Ouargla, et Ouargla était une porte vers la route de l'or, Ouargla-Biskra. Donc les Ottomans, ce n'était pas uniquement la côte, mais en profondeur. Ça veut dire qu'il y avait une entité importante. Oui. Et pour justement résumer ces 3 siècles de présence ottomane, je la résume à travers une citation qui est celle de Robert Lespès, qu'on retrouve dans un des ouvrages de Moulay Belhamisi. Et là, je lui rends hommage parce qu'il a fait un excellent boulot, surtout pour ce qui concerne l'histoire de la marine algérienne, parce qu'il y avait une marine importante. Donc cette citation, elle est importante. Voilà ce qu'elle dit. C'est la mer qui a fait l'histoire, la fortune, la puissance d'Alger. C'est fantastique. En une citation, on résume 3 siècles de présence ottomane. Donc la mer, en fin de compte, toute l'économie, toute l'attention était tournée vers la mer à un moment donné. Et l'économie, pas seulement l'économie algérienne, là aussi il faut préciser cet aspect-là, c'est que la cour c'était l'économie de l'époque à un moment donné. Oui. Les Français pratiquaient la course, les Anglais, les Italiens. Les Espagnols, les Français. Voilà. Et justement, les grands enjeux à l'époque, c'était pratiquement le contrôle des routes maritimes en Méditerranée. D'ailleurs, l'affrontement, à un moment donné, ce sont une autre manière aussi de dire que ce n'était pas une colonisation, parce que c'est les Autochtones qui ont fait appel aux Ottomans. À un moment donné, les Espagnols étaient présents à l'ouest, ce sont eux qui ont pratiquement cassé cet élan économique qui existait avant le XVe siècle, avant le XVIe siècle, par la route de l'or et surtout avec les Iyanides. Il y avait un essor économique fantastique. Il y avait des échanges, surtout avec les frères Makari, qui faisaient ce lien entre le Bilad du Soudan et l'Europe. Quand les Espagnols ont pratiquement occupé Oran, on a tendance à oublier que Oran est resté pendant fort longtemps une ville espagnole. Oui, absolument. Et moi, je dis toujours ça sous forme de boutade, c'est que les Espagnols à l'époque du cardinal Jiménez et de la Reconquista, c'est pas l'Espagne actuelle du Real Madrid et du Barça. Donc c'était vraiment la Reconquista, c'était au fil de l'épée. Le cardinal Jiménez avait massacré les populations d'Oran au fil de l'épée. C'était pratiquement des populations décimées. On a vu ce qu'ont fait à un moment donné les conquistadors espagnols en Amérique latine. Et d'où justement la réaction des populations autochtones pour faire appel aux Ottomans. Parce qu'il y a une solidarité par rapport à l'islam. Il y avait un enjeu religieux qui date de la période des croisades, mais en même temps surtout un enjeu économique. Et Algérie, Algérie représentait une force importante qu'à un moment donné, il fallait casser. Surtout à partir justement avec l'avènement de Napoléon. Et un des soucis justement, enfin un des fantasmes du rêve de Napoléon, c'était pratiquement d'occuper l'Algérie. Parce que l'importance justement de l'importance géostratégique du passage. Et c'est d'actualité. Hein, oui, jusqu'à maintenant. C'est d'actualité. C'est-à-dire il y a des enjeux géostratégiques importants et l'Algérie était un peu au centre, comme place importante. L'Algérie, El Jazeera, tenait une place forte, et contrairement à ce qu'on disait à un moment donné, surtout à travers la littérature des rédempteurs, des religieux, qui exagéraient un peu pour dire que Alger c'était un nid de pirates, de barbares. C'est ça, un repère de brigands. Ce qui était faux.
Parce qu'à un moment donné, Alger, c'était vraiment, elle avait une... Ben sinon, elle n'aurait pas pu faire commerce. Bien sûr. Et elle n'aurait pas pu avoir des contrats commerciaux importants. Il y a toute une littérature sur les captifs chrétiens, les esclaves à Alger, mais on oublie qu'il y avait des captifs musulmans en Espagne et en France. On l'oublie aussi. Et que, là, vous le dites très bien, d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous signalez très bien. Bon, les captifs à Alger, par exemple, si c'était un captif chrétien, si on pensait que c'était quelqu'un qui avait d'énormes qualités, qu'elles soient intellectuelles ou que sais-je, ou économiques, il pouvait s'élever même très haut. Oui, bien sûr. Alors que de l'autre côté, quand on était captif, musulman, c'était l'esclavage, quoi. Bon. On n'avait même pas droit à un cimetière. Par exemple, à Marseille, il y a eu tout un débat, une polémique sur qu'il fallait trouver une sépulture honorable. C'est un peu comme aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. C'est comme les crânes des résistants, de non-résistance, Zaatcha. C'est qu'on veut trouver une sépulture honorable. Il y avait dans les correspondances à l'époque avec les Dey, c'est de trouver un cimetière, un endroit où enterrer ces morts, ces captifs, à Marseille. À Alger, il y avait des lieux de culte pour les chrétiens. À Alger, il y avait des synagogues, il y avait des églises. Bien sûr. Et en France, il n'y avait pas de mosquée. Alors donc vous voyez à peu près ce que représentait Alger. À un moment donné, c'était avec l'avènement, à un moment donné, avant l'avènement des Ottomans, Alger, c'était pratiquement une deshra. Oui, non, il n'y avait pas de... Et c'était devenu une capitale cosmopolite. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce que disent les historiens. C'était un centre commercial d'importation, d'exportation. Et l'arrière-fond du pays, surtout la région de la Métidja, ce n'était pas des marécages. Non. Le Blida tire justement la culture de la rose, l'horticulture, c'est-à-dire chez les Blidéens, ça date de la période andalouse. Parce qu'il y a un apport des Andalous, les Morisques à un moment donné, ils ont beaucoup apporté pour la capitale, en termes de savoir-faire, de connaissances. Et là, on veut cacher justement toute déjà, après la Reconquista et le fait qu'on ait envoyé les Morisques sur des bateaux pourris qui coulaient en Méditerranée, hein, quand il y a eu la Reconquista, et que ces Morisques où il y avait aussi bien des musulmans que des juifs, hein, oui, faut le savoir. Bien sûr. Donc, d'aucuns sont installés au Maroc, Fès, Tanger, etc. Mais beaucoup vont s'installer à Alger et vont créer des corporations absolument exceptionnelles, avec un savoir-faire dans l'orfèvrerie, dans la dinanderie, dans la broderie, dans la soie, dans la soie et puis surtout dans l'adduction d'eau. C'est quand même, à Alger, ce sont grâce à l'ingéniosité des Morisques qui a eu cette adduction d'eau. Et d'ailleurs, chaque Dey, à un moment donné, ce que chaque Dey devait faire, c'est pratiquement construire des fontaines. À l'époque, c'était quelque chose d'important. Alors, si vous permettez, moi je veux justement revenir un peu à votre question de départ, c'est pourquoi Dey Hussein est considéré comme, jusqu'à 11 jours, il a mauvaise réputation, disons. Mais parce que là aussi, les Algériens sont tombés dans un piège, quelque part, quand on dit Dey Hussein est un traître, qu'il y a une colonisation turque, ça veut dire qu'on justifie la colonisation française. Alors que quand il y a eu le traité, enfin c'est une convention entre le général de Bourmont et le Dey Hussein, bon, c'était un traité de capitulation. Oui. Et justement pour dire que là aussi une manière de dire que le Dey s'était opposé à cette colonisation, c'est par justement, et là je reviens à ce que disait l'Achraf, Mustafa l'Achraf, il avait dit qu'en fin de compte le Dey Hussein avait essayé de faire en sorte que l'armée coloniale ne touche pas au bien de l'Algérie et surtout à la religion. Donc quelque part, Dey Hussein a aussi, à sa manière, il avait riposté. Cela étant, c'est que, en fin de compte, la vraie guerre, elle avait commencé pas en 1830, elle avait commencé en 1827 déjà, quand il y a eu l'affaire, c'est un prétexte, l'affaire de l'éventail, et à la suite justement de cette affaire, il y a eu un blocus qui a été décrété contre Alger.
un des justement... Charles X avait mis le blocus sur Alger. L'objectif justement à l'époque de Charles X, c'était de faire en sorte qu'à travers le blocus, on pousse la population à se révolter. Ce ne fut pas le cas. Et la guerre donc avait commencé en 1830. Dey Hussein avait un peu ses réseaux, il avait des espions un peu partout à Paris. Il savait qu'il allait avoir une invasion. Mais là aussi, je réponds dans cet ouvrage à deux questions fondamentales. Pourquoi l'Algérie a-t-elle été colonisée? Et qu'a fait le Dey pratiquement en particulier? Le Dey a essayé de résister à sa manière, même s'il a été, quand il a été en exil à Livourne, pendant 3 ans, il avait essayé de riposter, enfin de trouver une forme de résistance. Mais comme il était surveillé par le consul de France à l'époque à Livourne, donc il ne pouvait pas faire. Et puis en 1830, pratiquement les carottes étaient cuites. Il y avait une très grande différence entre l'Empire ottoman, les pays en terre d'islam, et l'Europe en face, l'Europe avec l'émergence des États-Unis, de la Russie, de l'Angleterre. C'était un décalage sur le plan de la technologie, un décalage sur le plan des idées, parce que l'Europe a bénéficié, ça a commencé en Angleterre avec la Révolution, c'est-à-dire avec la Révolution industrielle, la Renaissance. Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'industrie, l'argent, le trésor, l'argent du trésor de l'Algérie, pas du Dey, de l'Algérie, avait servi au noyau de l'industrie de l'acier. Parce que l'argent détourné est tombé entre certaines familles, lesquelles familles sont à l'origine Creusot, machin, etc. Schneider. La première locomotive en France, c'était avec l'argent du... Mieux que ça. Mieux que ça. Ce que dit Payan dans son ouvrage. Mieux que ça, une partie du trésor d'Alger, hein, quand il y a eu le sac d'Alger, je me rappelle le livre de Pierre Perran, Main basse sur Alger, hein, va servir à une grande famille, enfin une grande famille, à l'époque elle n'était pas si riche, française, qui de père en fils, jusqu'à ce qu'il n'y a pas si longtemps que cela, un des descendants de cette famille qui a profité de l'argent des Algériens, il faut toujours le préciser. Oui, des Algériens, parce que c'était pas l'argent du Dey, c'était pas l'argent du Dey, c'était l'argent du Diwan, enfin de la ville d'Alger, va devenir un président pendant beaucoup d'années, et il veut jamais en parler parce qu'il a des documents. Il va devenir président de ce qu'on appelait à l'époque le MEDEF, c'est-à-dire patron des patrons en France. Et quand on lui demande, est-ce que vous avez des documents d'où provient de votre famille, je veux dire, le premier appoint d'argent, et ben jusqu'à maintenant, il est pratiquement à la limite de la menace pour vous dire, ça ne vous regarde pas. Voilà. Et justement, dans le corpus de la désinformation dans lequel les Algériens sont tombés, c'est que la question qu'on doit se poser, pourquoi on n'a pas remboursé la dette à un moment donné? Ça a commencé en 1700, juste après la Révolution française. L'Algérie avait prêté de l'argent. Elle avait prêté l'équivalent d'1 million. C'était pour sauver la Révolution française. Robespierre, attendez le blé d'Alger. L'Algérie avait fourni du blé. Oui. Elle avait aidé en argent les troupes d'abord de Napoléon et de la France. Le Directoire. Et plus tard, à partir de toute cette période-là, c'est que l'Algérie a été aux côtés de la France. Et la désinformation, c'est que, on traite le Dey Hussein de traître, mais la question, c'est que pourquoi la France, à l'époque, n'a pas remboursé sa dette? C'est ça la question fondamentale. Et qu'est devenu cet argent? C'est l'équivalent aujourd'hui de 6 milliards d'euros. L'Algérie avait fourni du blé. Bon, ça c'était aussi notre... L'Algérie exportait du blé, maintenant elle en emporte. Ça c'est un autre débat. Alors, la question aussi fondamentale, c'est que les brigands, les voleurs, c'est le général de Bourbon, c'est le Charles X. C'était ça, les vrais voleurs, les brigands. Et puis à un moment donné, pour justifier ce vol, dans tous les écrits pratiquement, on disait que c'est le trésor du Dey. C'est faux. Et le Dey est parti avec... avec tout le trésor. Mais non, c'est le trésor de l'Algérie.
trésor de l'Algérie qui se trouvait à la Casbah. C'est ça qui est important à faire connaître. Ce point, je voudrais que vous l'expliquiez à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Il y a, je dirais, le Sandouk, le trésor d'Alger. Tout le monde pense, à tort, que c'était le bien du Dey. Pas du tout. Le Dey avait ses propres biens personnels, avec qui il est parti, et encore pas tous ses biens personnels, quand il a été obligé de partir d'Alger. Mais attention, ça c'était ce qu'on appelait les caisses de l'État. Caisses de l'État, bien sûr. Si, et lui avait une clé, mais il fallait qu'il y ait un autre administrateur, comme un coffre où vous avez deux clés, pour pouvoir ouvrir. Et c'était au centime près. Voilà. Et justement, une des caractéristiques un peu de la personnalité du Dey Hussein, c'est que c'était un homme pieux, un homme propre, qui n'était pas corrompu. C'est de l'avis même de Hamdan Khouja et de Mustafa Al-Ashraf. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc c'était quelqu'un qui était économe, qui avait le sens de l'épargne. Bon, le Dey Hussein, lui, il est de Smyrne, la région de Smyrne, l'actuel Izmir. Parce qu'à un moment donné, pratiquement tous les janissaires, tous les Dey venaient de l'Anatolie. Bah, c'était les régions les plus pauvres aussi. Les plus pauvres, et puis c'était vraiment une région de laquelle on ramenait pratiquement l'administration ottomane. Alors, Dey Hussein, c'était un homme pieux, économe, et de la vie justement, quand on lit l'excellent ouvrage de Hamdan Khouja, Le Miroir, le premier ouvrage écrit en français, en 1830, c'est que les critiques qu'il faisait, justement, par rapport un peu à pourquoi il y a eu la colonisation, et c'est d'actualité, avec ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est que, d'abord, il y avait Dey Hussein a voulu rétablir un peu d'ordre, parce qu'à un moment donné, il y avait un grand désordre. Voilà, il y avait un grand désordre. Instabilité terrible. Avec un grand désordre qui était un peu la suite des précédents Dey, même si à un moment donné, son prédécesseur Ali Khouja, il avait à un moment donné, il a voulu se débarrasser des janissaires, et il a fait une alliance avec à l'époque pro-Zouawa avec les Kabyles. Déjà, c'était une amorce, un peu de l'intérieur, il y avait une poussée d'une algérianisation de l'État algérien. Dey Hussein, il avait nommé Ahmed Bey, qui était un Koulougli, à Constantine. Il y avait de l'intérieur. Alors Koulougli, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est marié avec une autochtone. Issu d'un mariage mixte. Voilà. Un ottoman, un officier ottoman, ou bien quelqu'un de la haute administration, avec une femme, une Algérienne. Alors, il y avait à un moment donné, le corps des janissaires, à un moment donné, quand on fait une analyse, à partir du XVIe siècle, le corps des janissaires était régi par une éthique. C'était une corporation, mais avec le temps, à partir du 1800 et quelques, le corps des janissaires était perverti de l'intérieur par des repris de justice, par des malfrats. Donc c'était plus l'armée ottomane, c'était plus les janissaires qui avaient un code d'honneur. Parce qu'il y avait à un moment donné, il y avait un code d'honneur qui régissait les janissaires. Oui, c'était l'élite de l'armée ottomane. Donc, quand tu as l'armée qui est de l'intérieur, elle est pourrie, corrompue, avec des repris de justice, et à un moment donné, le Dey Hussein, ce qu'il avait fait comme erreur, il avait éliminé Yahya Agha, qui représentait à l'époque un peu son ministre. Il l'a fait assassiner. Voilà, carrément. Assassiné, et il avait opté pour son gendre. Et c'est d'actualité, c'est un peu comme la période de l'Algérie en 1990, 1980, c'est d'actualité, parce que là, il faut avoir pas un regard figé sur l'histoire, mais il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé, pour éviter une seconde colonisation. On l'a vu avec la Libye, avec l'Irak, on ouvre les brèches, les portes grandes ouvertes à l'OTAN, donc analyser l'histoire pour qu'on ne reproduise pas et pour avancer, il faut qu'il y ait une lutte contre la corruption. Les institutions, l'armée, la police à l'époque, il faut que ce soit des corps immunisés contre toutes les tentatives de corruption, de perversion, etc. Et puis,
parce qu'à un moment donné, ce qui faisait la force d'Al Jazeera, c'est-à-dire de cette entité algérienne, c'était un peu la concertation. Il y avait le diwan, le petit diwan. Le petit diwan, c'était le dey avec ses conseillers. Et le grand diwan, c'était le dey avec les conseillers et les notables. Donc il y avait un consensus. Et quand je dis, enfin, j'évoque cette situation-là, c'est avec les dey, parce qu'il y a eu des dey excellents. Par exemple, le dey Mohamed Ben Othman, qui a régné de 1766 jusqu'à 1791, et avec deux autres beys, Ahmed Bey et Salah Bey et Belkbir. C'était une période de stabilité. C'était pendant pratiquement 25 ans de stabilité et de prospérité économique. Ce ne fut pas le cas plus tard. À partir, parce que l'Algérie a commencé justement l'effritement à partir du 19e siècle et surtout avec cet avènement d'un ordre mondial avec le congrès d'Aix-la-Chapelle, de Vienne, où les Européens commençaient d'abord à être unis contre l'Empire ottoman. Alors, il y avait, et puis à un moment donné, on reprochait au Dey son entêtement. Quelque part, il a été piégé parce que par le consul... Il était très orgueilleux. Voilà, il a été un peu quelque part piégé par le consul anglais qui lui disait, bon, t'inquiète pas, les Français ne pourront pas... Non, parce que nous, on veillera au grain. Voilà. Les Anglais jouaient un double jeu pratiquement. Mais tout à l'heure, je disais que les carottes étaient cuites parce que les enjeux géostratégiques de l'époque étaient déjà pratiquement tracés. C'est que il n'y avait plus pratiquement le vice-roi d'Égypte était un allié de la France. L'Empire ottoman, pratiquement, commençait à s'écrouler, déjà avec l'expédition, enfin l'expédition entre guillemets, avec une amorce de colonisation de l'Égypte par Napoléon. Pratiquement, c'était à partir du XVIIIe siècle, ça y est, l'Empire, et puis les guerres russo-ottomanes ont fait beaucoup de mal. La Russie a été très alliée avec la France. Ce qui fait que ça déteignait un peu fatalement sur l'Algérie. Si bien qu'à un moment donné, le bey de Tunis était ravi de jubiler. Il a toujours dans son été fort très intérieur, ennemi. il jubilait parce que il n'y avait plus un dey menaçant. Voilà. Le sultan du Maroc, lui, c'était l'allié pratiquement de la France, de l'Espagne. Le dey Hussein s'est retrouvé pratiquement seul. Une sorte de bonne neutralité. Bon. Il s'est retrouvé seul et il y avait à l'intérieur, il y avait des insurrections, il y avait des trucs, c'était vraiment un désordre. Donc, mais le fait qu'il ait pu régner pendant 12 ans, c'était une prouesse, parce qu'à un moment donné, il y avait des deys qui régnaient pratiquement une année, ils étaient assassinés. Quelquefois même pas. Voilà. C'est pour ça qu'il faut analyser ces 3 siècles avec beaucoup de rigueur, comme autant de séquences, des fois contradictoires. Mais ce n'était pas une colonisation. Alors, il y avait des pressions fiscales. Des pressions fiscales, mais la pression fiscale, elle existait aussi en France. Quand on voit ce qui s'est passé en 1789 avec la Révolution française, un des paramètres justement qui ont été déterminants dans cette révolution, c'est que les Français étaient victimes d'une pression fiscale très forte. Et puis les impôts, c'était l'État fonctionne avec des impôts aussi. Oui, alors, voilà. Mais excusez-moi, il y a quand même autre chose également. Vous me parlez de 1789, mais comme une sorte je dirais de parallèle, effectivement, 1788 en France, c'était une très mauvaise année, horrible, sur tous les plans. Disette, il n'y avait plus de blé. D'où l'aide de l'Algérie, justement. Absolument. Et puis, des taxes de plus en plus élevées, etc. Mais vous expliquez très bien, Mohamed Belhi, dans votre essai, que à partir de, disons, 1826, 27, en plus 27, il y a le blocus, ça va mal, c'est-à-dire que il y a des mauvaises années, il y a de la sécheresse, il y a de la disette, il y a la peste. Il y a la peste qui continue jusqu'à 1828. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui vont venir. On exporte moins. Le dey Omar Agha, le pauvre, il était tombé dans une période, il y avait de la peste, des tremblements de terre, il y a tout eu. C'est-à-dire que tout d'un coup, malheureusement, pendant 2-3 ans, ça a été une situation terrible.
Hein, mauvaise récolte, disette, on augmente les impôts, le blocus. Il n'y avait plus de courses. Il n'y avait plus de courses. On avait dit, bon, allez, c'est plus possible, donc pas de rentrée d'argent. J'ai beaucoup aimé votre analyse économique. Tout d'un coup, il y a eu une balance commerciale déficitaire. C'est-à-dire qu'on achetait plus qu'on exportait. C'est l'actualité. C'est comme aujourd'hui, l'Algérie 2019. Alors, effectivement, en 1830, le Dey Hussein se trouve quand même dans une situation plus que difficile, je dirais. Hein, alors qu'il sait que se prépare un plan de colonisation, enfin en tout cas d'invasion, il le connaît, hein. Il le connaît même pratiquement, presque, vous dites presque en détail. Vous citez il avait un réseau d'espions un peu partout. D'agents secrets à lui qui lui remet, il lui dit, ben voilà, en détail, je te signale qu'on a sorti les plans qui restaient dans les tiroirs de plusieurs espions français qui sont venus bien cartographiés, et de toute façon, l'invasion ne se fera pas par mer, mais par terre. Hein. Et là, grosse bêtise de sa part, parce que c'était un homme, il faut le dire aussi, avec ses défauts. C'était un artilleur, il avait fait l'école d'artillerie. Il a fait l'école d'artillerie. Donc il avait pratiquement misé un peu sur l'artillerie, la protection d'Alger. Voilà. Même il avait, à un moment donné, il avait demandé à Ahmed Bey de renforcer pratiquement à Bonn, à l'époque, à Annaba, le dispositif de sécurité. Donc il savait que quelque chose allait se passer. Et de toute manière, cette notion de colonisation, elle commençait déjà à prévaloir dans les milieux à l'époque des monarchies en France, européennes, c'est à partir du XVIIe siècle déjà. Et la France tenait absolument à ce que le bastion de la Cale, c'est-à-dire la Cale, parce qu'à un moment donné, il y avait un traité de commerce qui datait bien avant l'avènement des Ottomans, c'était accorder des privilèges. Oui, c'est pour la pêche du corail. Pour la pêche du corail, mais l'objectif réel, c'était d'avoir une sorte de comptoir de place forte. Une place forte déjà avec des objectifs militaires. Déjà sous Louis XIV, il commençait déjà à avoir des visées, hein, en disant vous pensez bien que, un, c'est une route commerciale, deux, c'est des points stratégiques très importants. Il faut se mettre dans la tête que la Méditerranée, notamment enfin tout le littoral algérien, il va y avoir en Europe les vieux ennemis, le Royaume d'Angleterre, la France, mais derrière l'Espagne, qui cherche aussi à grignoter un petit peu sa part de marché. Et tout cela, c'est déjà au XVIIe et au XVIIIe siècle qu'on commence à réfléchir en se disant, bon, c'est pas rien Alger. Et les Dey, à un moment donné, ils profitaient justement de ces rivalités entre les Européens pour, ils savaient gérer ces rapports de force. Mais avec le temps, à partir de 1800, pratiquement 826, avec autant il y avait une unité qui commençait à apparaître chez les Européens, autant il y avait des divisions qui commençaient à ébranler l'Empire ottoman, si bien qu'à un moment donné, ces divisions, d'abord internes en Algérie, entre l'émir Abdelkader et Ahmed Bey, les Français avaient profité justement de ces divisions, et il avait profité justement de cette neutralité du sultan du Maroc, de cette rivalité à l'époque entre le bey de Tunis, parce qu'en fin de compte, la colonisation n'avait pas concerné que l'Algérie. C'était un signal de démantèlement pratiquement de tous les territoires en terre d'islam, je ne dis pas l'Empire ottoman. Bien qu'à un moment donné, parce qu'on a tendance à dire que bon, le Maroc était épargné de cette tutelle ottomane, ce qui était faux, puisqu'à un moment donné, les Ottomans avaient réussi à placer même un sultan à Fès.
Donc il y avait même le cérémonial actuel de Mohamed VI. Oui, on reprend le cérémonial ottoman. Le cérémonial, il est inspiré à un moment donné de l'histoire du parapluie quand il y a une allégeance. Oui, l'ombrelle, etc. L'ombrelle, c'était tiré justement du protocole des Ottomans à Alger. Oui, il y avait une très grande proximité entre l'Ouest et l'Est. Alors, la chose sur laquelle je veux insister, c'est que c'est un débat d'actualité. Un débat de fond. Pourquoi en terre d'islam, aujourd'hui l'Égypte, les pays musulmans sont en retard et l'Europe, aujourd'hui, ils ont atteint un certain niveau parce qu'il y avait une différence, ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la civilisation, droits de l'homme. C'est des thèmes d'actualité. Voilà à peu près, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un regard figé sur l'histoire. Alors que c'est quand même assez étrange, je dirais, c'est assez paradoxal, parce qu'à un moment donné, entre guillemets, la régence d'Alger a été, je veux dire, pas admiratif, mais regardé avec beaucoup d'empathie ce qui se passait en France, c'est-à-dire la Révolution française, les droits de l'homme, etc., puisqu'ils ont aidé, et qu'ils n'étaient pas très pour le royaume d'Angleterre, qui était quand même une monarchie beaucoup plus lourde, ou surtout les Espagnols. C'est quand même assez paradoxal parce que je dirais que des idées nouvelles pénétraient déjà, ça a commencé déjà avec la Sublime Porte en 1826. Il y avait des réformes qui étaient menées déjà à Istanbul. Et la première des réformes, c'est une réforme essentielle, c'était de détruire ce corps des janissaires. Parce qu'à un moment donné, les janissaires devenaient une menace contre les réformes menées au sein de l'État. Et Dey Hussein, qui était influencé aussi bien par le sultan turc, ottoman, et surtout par Mohamed Ali, qui était un réformateur. D'ailleurs, quand on voit la fin, à un moment donné, avec Ali Khouja, Ali Khouja avait commencé à se débarrasser des janissaires. Le Dey Hussein, quand il était venu, j'avais pratiquement plus cette emprise des janissaires. Mais c'était trop tard, parce que sur le plan politique, il y avait un changement. Et cela étant, Dey Hussein était beaucoup influencé par les réformes qui se menaient à l'époque, aussi bien en Istanbul qu'en Égypte. Et bien sûr, tout au long de cette période ottomane, ça a commencé surtout à partir de 1790, il y avait des influences, surtout la Révolution française. Mais la Révolution française, c'est le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, elle n'était pas acceptée ici par les ulama. Parce que pour eux, la Révolution française, elle était menée contre l'Église, donc contre la religion. Donc il y a toute une correspondance et à un moment donné, un refus d'accepter cette Révolution française parce qu'on l'a considérée comme une révolution anti-religieuse. C'est pour ça qu'à un moment donné, il n'y avait pas cette influence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, surtout donc, la période contemporaine du Dey Hussein, c'est que lui, il était influencé. Il voulait réformer l'État. C'est ça, c'était un réformateur. D'ailleurs, s'il n'y a pas eu de colonisation, on ne fait jamais l'histoire avec des signes, mais on fait un peu de la politique fiction. Si, par exemple, il n'y a pas eu cette colonisation française, on aurait eu une monarchie constitutionnelle avec Dey Hussein, c'est-à-dire on n'aurait pas eu le cas, une déturquisation, comme cela s'est passé avec la Tunisie, avec la dynastie husseynite. Les Husseinites sont restés pratiquement 3 siècles. La Tunisie, c'est un cas, un autre cas. C'était un peu les Koulouglis qui avaient investi l'État. À un moment donné, au XVIIe siècle, il y avait les Koulouglis en Algérie qui avaient mené leur révolution, mais ils ont été pratiquement freinés dans leur élan et pratiquement matés. Mais ce n'est qu'avec le temps, avec justement Ali Khouja et Dey Hussein, où on commençait à avoir un État pratiquement avec un bouchon, c'est-à-dire le Dey était toujours ottoman, turc. Mais de l'intérieur, dans le domaine de l'administration, et c'est là où ce n'est pas une colonisation turque, parce que c'est une forme de protectorat, de tutelle. C'est ça. À un moment donné, au début, un protectorat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les historiens ont pratiquement réglé. Parce que d'ailleurs, les Français, quand l'armée française, un peu les généraux, puis les spécialistes des bureaux arabes, ils se sont inspirés du modèle turc dans le domaine de la gestion des affaires administratives. D'ailleurs, quand il y a eu à un moment donné 3 départements,
c'était les trois beyliks. Absolument. Les trois beyliks. Et même à un moment donné, Hamdan Khoja avait conseillé à Boyer, c'était un des officiers de l'armée française, il lui avait conseillé, il lui avait dit de s'inspirer du modèle ottoman. Une sorte de protectorat. Faire en sorte qu'il y ait au sommet, qu'il y ait un français, et au sein de l'administration, dans la haute administration, dans la gestion des tribus, c'était pratiquement les autochtones. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est cette force-là qui a permis, c'est cette vision qui a permis aux Ottomans de rester pratiquement pendant 3 siècles. Alors... Et là, pardon, je voudrais... Oui. Parce qu'à un moment donné, on te dit qu'il y a eu des insurrections, des tribus qui étaient contre les Ottomans. C'est vrai. Oui. Parce que dans le dispatching politique, c'est que partout, même c'est d'actualité dans tous les pays du monde, les pouvoirs s'appuient sur les lobbies, enfin le terme moderne. Mais dans le temps, on s'appuyait sur les tribus fortes, importantes, qui devenaient les tribus makhzan. Elles bénéficiaient davantage, elles ne payaient pratiquement pas tous les impôts. Non, il y avait des tribus qui payaient beaucoup d'impôts et d'autres... Les tribus raya, ça fonctionnait comme ça. Et en Kabylie, y compris dans le sud, par exemple le royaume des Djellab, à Tougourt, chez par exemple le Sidi Cheikh, dans l'ouest, il y avait des tribus qui étaient à un moment donné, il y avait une... Larouat, Adrar... les tribus se battaient parce qu'il y avait cette histoire d'impôts, et à un moment donné, elles se battaient parce qu'elles voulaient être indépendantes. Ouais. Et là, je voudrais dire une chose, c'est que les grandes nations naissent dans le sang, y compris... Parce que ce qu'on oublie, c'est que, par exemple en France, il faut attendre 1866, quelque chose comme ça, pour qu'il y ait un rattachement de Nice à la France. C'était le comté de Savoie, ça appartenait plus ou moins à... L'Italie n'avait pas encore fait sa réunification. Parce que si on raisonne avec l'esprit de Dochara, de royaume, bien sûr, il y a des gens à Goulkoui, il y a eu le royaume de Koukou, il y a eu le royaume de Beldjilab Tougourt. C'est ça la constitution d'un État. Mais les Ottomans, ils ont, dans le sang parfois, ils ont, vous savez, créé cet État algérien. Au IXe siècle, le royaume de France, il était plus petit que le duché de Bourgogne. Voilà, des duchés, des cantons, des royaumes. Et ça, c'est... quand on était gosse à l'école, on apprenait la guerre de Saint-Barthélemy. C'est-à-dire les protestants. Donc c'est dans le sang, ça serait dans le sang. Un État moderne. C'était les guerres de religion. La Suisse a eu sa guerre civile. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais de toute façon, l'unité allemande et l'unité italienne, aujourd'hui l'Allemagne, qui est une très grande puissance dans le monde, l'unité allemande ne date que du 19e siècle. Voilà. Bon, c'est pas un vieux royaume qui existait au 6e siècle. Hein. Il faut pas s'imaginer ça. Hein. L'unité italienne, c'est avec Garibaldi, il y avait je sais pas combien de duchés, de principautés, de républiques. On comptait ça, il y avait des petits duchés de rien du tout. Hein. Justement, c'est cet effritement, l'effritement de l'Empire almohade qui a donné ces entités un peu, parfois rivales, des guerres carrément. Qui faisaient des alliances avec... Les Mérinides et les Iyanides, entre les Iyanides et autres, et les Hafsides. Ce qui fait qu'on doit tirer les enseignements, parce que ce sont ces divisions-là qui font en sorte que nous soyons, comme l'a dit, même si on n'est pas d'accord avec lui sur l'ensemble de son œuvre, Malik Ben Nabi, qui a forgé le concept de colonisabilité. Oui. Et c'est d'actualité. Si un pays, avec son esprit de Dochara, son duché, son canton, son royaume, on n'avancera pas. Non, bien sûr. C'est cette unité, justement, dans nos différences, dans chaque région a sa spécificité, mais c'est cet ensemble-là, uni, qui nous permet d'avancer, et c'est d'actualité. Il nous reste 2 minutes. Je sais qu'il y a encore 1000 choses à dire, 3 siècles, mais on va laisser à vos futures lectrices et lecteurs, justement, d'abord parce qu'il y a toute une partie sur comment est le parcours
du Dey Hussein. Voilà, c'est ça qui est important. Extraordinaire. Impossible, il nous faudrait 4 heures d'émission pour voir que c'est quelqu'un qui n'était D'où l'importance de ce livre, parce que là, je trace le portrait pratiquement à travers des documents, bien sûr, fiables et de première main, du Dey Hussein. Et une chose qui m'a énormément intéressé, qu'il faut absolument que vos futurs, encore une fois, lectrices et lecteurs, lisent avec beaucoup d'attention, parce que là aussi, il y a ce qu'on appelle le fantasme, il y a l'allégorie, ce qu'on pense, et qui n'a rien à voir avec l'histoire, c'est comment fonctionnait ce qu'on appelle le diwan, et quelle était la place et le rôle d'un dé dans le diwan. Parce que, quand tout à l'heure je vous disais, bien sûr, c'est faux historiquement, mais c'était quasiment comme pouvait fonctionner une sorte de monarchie constitutionnelle. Une démocratie militaire, pour les historiens, voilà. C'était l'Algérie, c'était une démocratie militaire. Voilà, et donc il faut lire ces 2 pages qui sont tirées de textes officiels. Il y a la partie iconographique avec des photos sur Dar al-Hamra. Alors ça, c'est la fin de votre ouvrage. Un peu un des palais, c'était l'ancienne maison de Dey Hussein. Oui. C'est un bijou. Là, c'était quand il n'était pas encore Dey. Oui, il n'était pas condamné. Mais quand il a été évincé pratiquement, là j'ouvre la parenthèse, c'est que Alger est tombé en 20 jours, mais l'Algérie est tombée, enfin pacifiée, au bout pratiquement de 60 ans de résistance. C'est pas l'Algérie qui s'est effondrée. Et encore, quand vous dites 60 ans, et encore, vous n'êtes pas généreux, parce que... Et à quel prix Je crois que jusqu'à 62. Jusqu'à 62. C'est-à-dire, sur le plan militaire, jusqu'en 1880, il y a eu sur le plan militaire pratiquement une pacification. Mais le Sud, pas beaucoup. Oui, mais les Algériens ont commencé, surtout à partir du début du XXe siècle, avec les outils modernes, les partis politiques ont commencé à lutter avec une autre manière de faire et de voir, surtout. Merci 1000 fois, Mohamed Belhi, pour cet essai qui nous met en lumière, ce personnage historique, qui est donc le dernier souverain d'Al Jazeera, Dey Hussein, qui est enterré à Alexandrie, puisque c'est là qu'il va terminer sa vie, et qui n'est pas né à Alger, et qui est né à Smyrne à l'époque, en Turquie actuelle. Il y a le Bey, Ahmed Bey, qui est enterré au mausolée de Sidi Abdelrahman. C'est une tombe anonyme, et c'est scandaleux. Ahmed Bey qui était comme ça, dans l'anonymat, c'est quand même une grande figure. Bah oui, un grand résistant contre les Tunisiens, eux, ils assument leur histoire avec Kherdin, qui n'est pas tunisien, pratiquement un chef d'État. Voilà. Merci encore, Mohamed Belhi. Dey Hussein, dernier souverain d'Al Jazeera, 1818, son accession à ce poste de Dey. 1830, malheureusement, c'est le débarquement des troupes coloniales françaises en Algérie. C'est paru aux éditions ANAP. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, fin de notre émission. Restez bien calés sur vos fauteuils ou sur vos divans, sur vos diwan. Le divan, oui, ça vient de diwan, justement, pour la suite des programmes de votre chaîne Canal Algérie. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Est-ce que j'ai rien oublié? Ah si, j'ai oublié quelque chose. Alors, semaine prochaine, même heure, même jour, même punition, évidemment. Allez, excellente soirée.